Vous m'entendez maintenant? Je me suis reconnecté. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Il n'y a pas de... Bon, je continue. Je vais aborder... Donc, je vais encore prendre le dernier point, aborder le dernier, enfin l'avant-dernier chapitre. C'est le syndrome malin aux neuroleptiques. Les neuroleptiques, c'est des médicaments utilisés surtout pour le traitement de certaines maladies psychiatriques. Ces neuroleptiques peuvent entraîner chez certains patients, ou au cours d'une intoxication aux neuroleptiques, chez certains patients, des problèmes. Donc, ils vont associer une hyperthermie avec une contraction musculaire qu'on appelle une hypertonie musculaire, également des troubles neurovégétatifs, des troubles de la conscience, une rhabdomyolyse, une acidose métabolique. D'accord? Une rhabdomyolyse et j'ai dit, des troubles de la conscience. La rhabdomyolyse, ça veut dire une lise des muscles qui peuvent être à l'origine d'une insuffisance rénale aiguë. Ensuite, nous allons voir le syndrome. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui, Oui, d'accord. OK. oui, Comment? Le syndrome le syndrome malin des le syndrome sérotonergique associe une hyperthermie, également c'est des médicaments, associe une hyperthermie, trouble de la conscience, trouble dysautonomique, c'est des troubles neurovégétatifs. monsieur, Oui, monsieur, oui. répétez s'il vous plaît. Comment? Répétez s'il vous plaît. Je vous en... Répétez s'il vous plaît, c'est un syndrome malin de neuroleptique. Oui. Gardez votre question pour tout à l'heure, s'il vous plaît, parce que je suis un peu... je vais essayer rapidement de énoter vos questions et posez-moi les questions. OK? D'accord? Oui, Je reprends. Qui associe une hypersudation, midriase, tachycardie, instabilité tensionnelle et des troubles musculaires, avec bien sûr une hyperthermie. Également, nous avons l'hyperthermie et la consommation d'ecstasy. Je sais que tout le monde connaît l'ecstasy, qui associe également une hyperthermie, confusion, agitation, coma, convulsion. Et tous ces éléments, convulsion, hypertonie musculaire, rhabdomyolyse, vont être à l'origine de cette hyperthermie, bien sûr, avec des désordres cardiovasculaires. Maintenant, nous allons aborder les conséquences de cette hyperthermie. Les conséquences de cette, la première conséquence, la première conséquence, la première conséquence,
La première conséquence, c'est des conséquences cellulaires. Quelles sont ces conséquences cellulaires? C'est l'arrêt de la division cellulaire au cours de certaines hyperthermies graves. Ce n'est pas les petites hyperthermies. Hein? Ce n'est pas supérieur à 42. Arrêt de la division cellulaire et ralentissement de l'activité mitochondriale. Donc, l'activité mitochondriale, il n'y a pas de formation d'ATP. C'est à partir de 42. Qu'est-ce qui va se passer? La stabilité protéique structurelle est compromise. D'accord? Compromise. Stabilité protéique structurelle est compromise. Avec quoi? Avec une coagulation des protéines cytoplasmiques et dénaturation des enzymes, des systèmes enzymatiques et liquéfaction des lipides membraneux. Vous voyez la gravité de la chose. Ensuite, nous avons la synthèse des protéines de choc thermique appelées en anglais heat shock proteins. Ces protéines, à ce qu'il paraît, c'est des protéines qui vont plutôt protéger les cellules contre les effets délétères de ce stress thermique, de cette hyperthermie. Également, nous allons assister à une ischémie mésentérique du tube digestif, le mésentère, vous connaissez ça. Ischémie mésentérique. Également, nous allons assister à une augmentation du taux circulant des cytokines. Augmentation des cytokines. Pardon, j'ai fermé la porte. L'augmentation des cytokines et surtout des TNF-alpha. OK. Ensuite, nous allons avoir également une atteinte endothéliale avec libération de monoxyde d'azote et activation plaquettaire à l'origine de la CIVD. À l'origine de la CIVD, c'est-à-dire la coagulation intravasculaire diminuée. Disséminée. Pardon. Disséminée. Ensuite, nous allons avoir, après les atteintes cellulaires, nous allons avoir la rhabdomyolyse. La rhabdomyolyse, qui j'ai dit tout à l'heure, c'est une lyse des muscles qui peut engendrer une insuffisance rénale parce qu'au cours du rhabdomyolyse, on libère la myoglobine qui entraîne une nécrose tubulaire rénale à l'origine de l'insuffisance rénale. Troisième conséquence, la modification hémodynamique. Et là, je vais m'étendre un peu, c'est l'accroissement des échanges thermiques entre l'accroissement des échanges thermiques. Au cours, si on a une hyperthermie, nous allons avoir une augmentation du débit cardiaque. Le travail cardiaque augmente. Parfois, le débit cardiaque, il augmente de 3 litres par minute et par cc. Il peut augmenter jusqu'à 20 litres par minute, alors que le débit cardiaque moyen, il est entre 5 et 6. Qu'est-ce qu'il va y avoir également? Une redistribution des volumes sanguins, surtout splanchniques et rénaux vers la peau. Tout ça, c'est pour augmenter la perte calorique ou la perte de chaleur. Atteinte organique du myocarde, parfois quand l'hyperthermie elle est trop importante, nous pouvons assister à une atteinte du muscle cardiaque par œdème et nécrose coagulative. Et je vous ai dit que cette souffrance cellulaire peut intéresser également le cœur.
Le profil hémodynamique, est celui d'un CIRS. Je pense que vous avez fait le choc septique et vous connaissez le CIRS, c'est le syndrome de réponse inflammatoire systémique. Avec quoi? Avec un débit cardiaque élevé, des résistances vasculaires basses, une pression de remplissage normale ou basse et réduction de l'extraction de l'oxygène. C'est très grave. Le CIRS, c'est toujours grave. D'accord? Je pense que vous connaissez maintenant. Modification du système nerveux central. On peut assister à une ischémie cérébrale et une dysfonction cérébrale. D'accord? Cette ischémie cérébrale est relative. Elle peut être due à une hypoperfusion, à un œdème cérébral, à une libération des radicaux libres ou inflammatoires. La dysfonction cérébrale elle-même entraîne une atteinte de la thermorégulation. Vous vous rappelez, dans la physio par les causes, les atteintes du système de traumatisme crânien et plusieurs, l'AVC et tout ça, peut engendrer ça. Et là, on dirait que c'est un cercle vicieux. Le cerveau, il est atteint par l'hyperthermie, lui-même peut engendrer un dérèglement de la thermorégulation, et c'est pourquoi j'ai mentionné que c'est un cercle vicieux. Le deuxième point, c'est rénal. Deuxième conséquence, la cinquième conséquence, c'est rénal. J'ai parlé tout à l'heure de la rhabdomyolyse. Nous allons avoir également une réduction du volume sanguin rénal parce que la circulation rénale, elle va être déviée vers la peau, une diminution des pertes sodales rénales et une diminution de la filtration glomérulaire ajoutée aux effets toxiques de la myoglobine après une rhabdomyolyse et vous avez une atteinte rénale. Également, on peut avoir des conséquences hépatiques telles qu'une nécrose centrolobulaire, également des conséquences respiratoires, et c'est des conséquences gravissimes. L'OAP lésionnelle, la lésion de la membrane alvéolo-capillaire, également ce qu'on appelle le SDRA, le syndrome de détresse respiratoire aiguë. D'accord, tout le monde a entendu parler du Covid. Chez certains patients, il entraîne un SRAS, c'est le syndrome de détresse respiratoire aiguë. Même l'hyperthermie peut engendrer ce genre de phénomène qui est au début une lésion de la membrane alvéolo-capillaire, ensuite elle s'étend à tout le poumon et en dernier, la dernière conséquence, l'aboutissement de tout ça, c'est le syndrome de défaillance multiviscérale. Vous allez avoir une défaillance du poumon, du rein, du cœur, du cerveau, la CIVD et tout ça, et donc peut évoluer par une défaillance polyviscérale qui peut associer une encéphalopathie, une insuffisance rénale, hépatique, la rhabdomyolyse, l'ischémie mésentérique, l'insuffisance cardiaque, le SDA, le syndrome de détresse respiratoire aiguë, et également la CIVD. Donc, le syndrome de défaillance multiviscérale, on peut dire que c'est l'antichambre de la mort. OK? Maintenant, nous allons aborder ensemble, on sort du cadre des hyperthermies. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Vous êtes toujours là? Oui. Oui, ok. Maintenant, je vais aborder les hypothermies. Après les hyperthermies. Les hypothermies, on les définit par une température centrale inférieure à 35 degrés. Surtout, c'est des hypothermies accidentelles, c'est-à-dire, je vais détailler par la suite. Donc, au cours des hypothermies accidentelles, généralement, les moyens de défense de l'organisme sont au maximum. Mais quand on peut avoir, quand on
pour avoir une hyperthermie, il faut qu'il y ait un dépassement des moyens de défense de l'organisme. Maintenant, donc, j'ai dit, au cours des hypothermies accidentelles, les moyens de défense de la victime sont dépassés. La gravité tient à plusieurs éléments. Tient à la survenue de fibrillation ventriculaire, FV, et d'arrêt circulatoire lorsque la température du noyau, s'il vous plaît, ce n'est pas de la peau, c'est-à-dire la température centrale, est inférieure à 28 degrés. Il faut mesurer la température centrale en différents sites, rectal et œsophagial, avec une sonde, ce n'est pas un thermomètre, une sonde thermique qui descend au-dessous de 35 degrés, parce que le thermomètre classique, il est limité, d'accord? Les hypothermies sont classées en fonction de la température, corporelle en 3 catégories. Nous avons des hypothermies modérées. C'est des hypothermies dont la température est entre 32 et 35. Les hypothermies sévères comprises entre 28 et 32. Et les hypothermies profondes sont comprises sont inférieures à 28. Là, qu'est-ce qui se passe? La mesure de la température sur les lieux d'accident. Imaginons un accident de montagne, de ski, et là, la mesure de la température fiable est très. Il y a les Suisses qui ont fait un truc purement clinique. Sur le lieu de l'accident, ce n'est pas à l'hôpital. On l'appelle le Swiss Staging System, le système de mise en scène suisse. Ce système permet d'apprécier la profondeur de l'hypothermie sans mesurer la température sur les lieux de l'accident. Si on ne peut pas le mesurer, bien sûr. Le grade 1, c'est des frictions et conscience conservée. Si nous avons des frictions et une conscience conservée, c'est un stade 1. La température, elle est entre 35 et 32 degrés. Si le grade 2, c'est les troubles de la vigilance sans frisson. Nous avons des troubles de la conscience, mais sans frisson. La température, elle est entre 32 et 28. Le coma avec des signes vitaux présents. Un coma, mais le pouls est présent, une petite respiration. La température, elle est entre 28 et 24. Le grade 4, mort apparente, la température, elle est inférieure à 24 degrés. Maintenant, nous allons aborder la physiopathologie. Causes et mécanismes. On distingue classiquement les hypothermies dites à défense maximale et à défense minimale. Les hypothermies à défense maximale. À défense maximale. Ces hypothermies, elles surviennent généralement chez des jeunes en bonne santé. La thermorégulation est normale chez eux, mais dépassée. Dépassée par quoi? Par l'intensité et la durée de l'exposition au froid. Par exemple, les accidents de montagne. Les accidents de montagne, chez les skieurs, chez les randonneurs en bonne santé, avec avalanche, par exemple, ils sont sous la neige, et là, ils peuvent faire de l'hyperthermie. Ils ont les moyens de l'hypothermie, pardon. Ils ont les moyens de se défendre, mais l'intensité de ce froid, du froid provoque une hypothermie. Ces hypothermies surviennent, chez le sujet jeune, sain, secondaire à une exposition au froid. Par exemple, également, je donne un autre
et une immersion en eau froide. Un accident, les eaux froides de l'Antarctique au pôle Nord, par exemple, il y a eu un accident et les gens ont été dans l'eau froide. D'accord, j'ai dit l'avalanche de montagne. D'accord, il y a plein d'exemples, mais ces sujets sont jeunes et en bonne santé. Donc, ils ont des défenses maximales. Donc, c'est le froid qui est à l'origine, l'intensité du froid qui est à l'origine de ces hypothermies. Pourquoi on les appelle également à défense maximale? Parce qu'ils sont précédés d'une phase de lutte. La phase de lutte, c'est les frissons. OK. Ensuite, le deuxième point, c'est les hypothermies à défense minimale. Là, ces hypothermies peuvent survenir chez des gens ou des patients où, au moment où la température ambiante n'est pas très froide. Il fait par exemple 15 degrés dehors ou 16 degrés, et eux, ils développent une hypothermie importante. Donc, leurs défenses sont minimales. Et qui sont ces gens-là? C'est les gens qui font, par exemple, ils dorment dehors, les SDF, qui font des intoxications alcooliques, ils boivent, ou des intoxications aux barbituriques, qui sont responsables de troubles de la conscience. Également, la vague de froid, une vague de froid associée à une alcoolisation aiguë ou une malnutrition ou une misère peut entraîner une hypothermie chez certains patients, des personnes âgées, parce qu'ils ont des défenses altérées et minimales. D'accord, ils n'ont pas assez de muscles, ils n'ont pas assez de graisse pour produire de la chaleur. Atteinte du système nerveux central également. Également, les âges extrêmes de la vie, les nouveau-nés ne peuvent pas défendre. Les nourrissons. Maintenant, nous allons voir les conséquences. Les conséquences du froid. D'abord, la réponse au froid. Comment on répond au froid? Quand on a froid, comment on fait? Qu'est-ce qui se passe? Il y a une vasoconstriction périphérique réflexe. Contrairement à l'hyperthermie, nous avons une vasodilatation pour permettre à la chaleur de sortir. Là, nous allons avoir une vasoconstriction périphérique pour permettre, pour ne pas, au contraire, perdre de la chaleur. Si vous remarquez votre main, les parties découvertes, elles sont bleues, froides en hiver, parce qu'il y a cette vasoconstriction qui, pour essayer d'emmagasiner de la chaleur. Le deuxième élément, après la vasoconstriction, l'augmentation de la production de chaleur. On va essayer d'augmenter notre production de chaleur. Par quoi? J'ai dit tout à l'heure, par les frissons. Et les frissons peuvent produire jusqu'à 300 watts par mètre carré de surface corporelle. Donc ces frissons, j'ai dit tout à l'heure que les frissons, c'est une contraction musculaire saccadée, involontaire, qui produit de la chaleur sans travail. Et le frisson peut produire 5 à 6 fois la quantité de chaleur, 5 à 6 fois la chaleur produite par le métabolisme basal. Maintenant, on va voir les conséquences sur la thermorégulation. Lorsque la production de chaleur par des frissons et la vasoconstriction ne suffisent plus à combattre le froid, la température centrale, elle va diminuer.
Et cette diminution de la température centrale si elle diminue trop, cette température centrale, elle-même, elle va entraîner une altération de la thermorégulation. Dès que les frissons cessent, la température du noyau diminue. La température du noyau diminue. C'est-à-dire que il n'y a plus de protection ou de production de chaleur. Troisième conséquence, c'est conséquence sur l'appareil cardiovasculaire. Nous allons assister à une modification de l'ECG, du trouble du rythme. Les troubles du rythme, c'est sous forme de bradycardie, c'est-à-dire diminution de la fréquence, également de fibrillation auriculaire et ventriculaire. Également, nous allons avoir une altération de la repolarisation et de la conduction. Altération de la repolarisation et de la conduction, elle s'exprime sur le tracé électrique par un allongement de l'intervalle QT du segment PR, parfois même avec un BAV, c'est un bloc auriculo-ventriculaire, et également un allongement du QRS, ce qui va réaliser l'onde J d'Osborne. Osborne, c'est un nom propre. Vous avez ça. Maintenant, ce que vous voyez, c'est un tracé d'un patient qui a fait de l'hypothermie. Vous voyez, on dirait un J. L'onde J d'Osborne, qui est pathognomonique, c'est-à-dire qui est caractéristique de l'hypothermie. Donc, importante. Et deuxièmement, c'est un signe, parfois, il manque. Il est inconstant. Mais quand il est présent, vous êtes sûr. Et vous pouvez signer que c'est une hypothermie. OK. L'onde de J d'Osborne. Maintenant, nous allons voir les conséquences sur la fonction ventriculaire, le ventricule du cœur. Donc, le débit cardiaque et les débits régionaux, notamment cérébraux, diminuent. Dans l'hyperthermie, on a vu que le débit cardiaque, il augmente. Dans l'hypothermie, le débit cardiaque, il diminue proportionnellement à l'intensité de l'hypothermie. Cette diminution, elle a plusieurs facteurs. Premièrement, c'est la bradycardie, la vasoconstriction, l'hypovolémie. Le débit cardiaque, à 27 degrés, il peut être réduit de 30%. L'altération de la fonction ventriculaire, c'est-à-dire si on calcule ça, elle peut s'altérer jusqu'à 46%. Elle diminue de 46%. Donc c'est énorme. Maintenant, nous allons avoir quelques conséquences biologiques avant de conclure et d'ouvrir les débats. Les conséquences sur le métabolisme cellulaire et la tolérance à l'hypoxémie. C'est la première, les conséquences biologiques. Pardon, le métabolisme cellulaire et la tolérance à l'hypoxémie. Avant les conséquences biologiques, le métabolisme interne est proche du métabolisme basal. Donc, presque on n'a plus de métabolisme. Nous allons avoir, on dirait, nous sommes en train d'hiberner comme les animaux qui hibernent. À 28 degrés, nous assistons à une réduction de moitié du métabolisme cellulaire, avec diminution de la consommation d'oxygène et de la production de CO2. Expliquons un peu la tolérance à l'hypoxémie. Pourquoi, quand on est en hypothermie, si on fait un arrêt cardiaque après une hypothermie, il faut continuer à masser et faire de la réanimation
jusqu'à ce que la température redevienne aux environs de 37 degrés pour déclarer la mort. Parce que le cerveau j'ai dit, le cerveau, il supporte l'hypoxémie en cas d'hypothermie majeure. Donc, parce que les besoins en oxygène sont très, très diminués. Les conséquences maintenant, biologiques. Chute du taux de prothrombine. Nous avons les signes biologiques d'une CIVD que vous allez voir par la suite. Une hémoconcentration. Si on fait les gaz du sang après réchauffement du patient à 37 degrés, oui, qu'est-ce qu'il y a? À 37 degrés, nous allons assister à une acidose mixte, c'est-à-dire métabolique et respiratoire. Maintenant, en conclusion, qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut dire que l'hypothermie, par exemple, elle est très rare chez nous en Algérie, vu que nous sommes un pays chaud. Les hypothermies qu'on observe chez nous, surtout des hypothermies à défense minimale, chez l'alcoolique, chez le toxicomane qui passe la nuit d'hiver dehors, ainsi de suite. Également, il faut dire quelque chose, que la thermorégulation est une fonction vitale du système nerveux autonome en réponse au stress dû au froid et à la chaleur. Et qui permet une fonction cellulaire normale. La production et la dissipation de la chaleur dépendent donc pour vous d'un équilibre entre la thermogénèse et la thermolyse avec l'intervention de l'hypothalamus. Ok, je vous remercie pour votre patience et j'attends des questions ou des éclaircissements. Vous m'entendez? Oui. Allez-y. Essayez de parler pourquoi une hypothermie entraîne une altération de la thermogénèse. Non, elle n'entraîne pas une altération de la thermogénèse, l'hypothermie, elle entraîne une altération des centres de la thermogénèse. Parce que l'hypothermie, au début d'une hypothermie, nous produisons de la chaleur par les frictions. Mais si le froid persiste, nos défenses vont être dépassées par ce froid. Quand on est sain, il n'y a aucune pathologie ou aucune intoxication. Mais pour les malades ou les patients qui ont des défenses minimales telles que l'alcoolique ou le toxicomane qui passe la nuit ou qui reste au froid parce qu'il a des troubles de la conscience, il est complètement anesthésié, si on peut dire ça, donc il ne peut pas se défendre contre ce froid. Maintenant, je lis une autre question, s'il vous plaît, conséquences biologiques, hyperthermie. Pourquoi il y a une chute du taux de prothrombine en cas d'hypothermie? Je vous ai dit tout à l'heure que le métabolisme, tout le métabolisme cellulaire, il est en veilleuse. Donc,
parce qu'il y a une atteinte cellulaire, parce qu'il n'y a pas assez de température, il n'y a pas assez de réaction enzymatique. Donc, la prothrombine, elle ne peut pas être produite. C'est pourquoi il y a une chute du taux de prothrombine. Bon, l'hyperthermie est plus grave que l'hypothermie. Là, ça dépend de quel type d'hyperthermie. Une hyperthermie maligne, mon fils, elle est très grave, extrêmement grave. Elle est extrêmement grave. Avant de terminer ou de passer à autre chose, il faut vous référer au cours que j'ai. C'est pas ce data show. Il y a un cours en PDF que j'ai posté sur pour vous des troisième année sur la plateforme Moodle. Il faut le télécharger. Le livre, vous aurez tous les détails. Maintenant, je n'ai pas assez de temps pour donner tous les détails. Pourquoi une acidose mixte? Parce que au cours d'une hypothermie importante, les cellules ne vont pas travailler correctement, ils vont produire des acides. Également, le rein, il ne travaille pas, il ne va pas éliminer ces acides. Et le respiratoire, parce qu'il respire doucement. Donc, il n'élimine pas assez de CO2, c'est pourquoi c'est mixte. Non, pas du tout. Est-ce que l'hypercalémie dans l'hyperthermie maligne est juste due à l'hypercalcémie? Non, mon fils, elle est due à, j'ai expliqué tout à l'heure, elle est due à la rhabdomyolyse. Les muscles sont très, très riches en potassium, et vous le savez. Donc, il y a un relargage rhabdomyolyse, il y a un relargage du potassium. Et également, il y a, cette rhabdomyolyse, elle libère la myoglobine qui est à l'origine d'une insuffisance rénale. Et cette insuffisance rénale peut être la cause d'une hypercalémie. L'hypercalcémie n'a rien à voir là-dedans. Au contraire, en cas d'hypercalémie, on donne du calcium pour traiter certaines hypercalémies quand on a des troubles du rythme secondaires à l'hypercalémie. C'est un antagoniste du potassium, le calcium. Oui, elle est secondaire, l'hypercalémie est secondaire à la rhabdomyolyse. Ok, c'est vrai, oui. Pourquoi il y a la rhabdomyolyse au cours d'une hypercalémie, une hyperthermie? Je vous ai expliqué dans le rappel physiologique, ou surtout dans l'hyperthermie maligne ou l'hyperthermie due au neuroleptique ou à l'extasie, il y a un trouble du métabolisme, de la libération du calcium. Il est libéré d'une façon importante. Et cette augmentation du calcium, non pas dans le sang, dans le sarcoplasme. D'accord. Cette hypercalcémie, elle va entraîner une contraction musculaire intense. Et cette contraction musculaire intense, elle va produire de la chaleur et une rhabdomyolyse. Oui, absolument, par contre. Parce qu'il y a une libération, vous savez, le couplage, si vous vous rappelez votre physiologie, le couplage, contraction, excitation, contraction. Donc, quand on a beaucoup de calcium dans la cellule musculaire, il y a toujours une contraction. OK. Il faut que je revoie toutes les questions. Ça, j'ai répondu. Ah, à quel grade de l'hypothermie on peut avoir une onde J d'Osborne? À partir du grade 3, vous pouvez avoir une onde J d'Osborne. D'accord? Dès qu'il y a des troubles de la conduction. D'accord? Ce n'est pas une hypothermie modérée qui va donner l'onde J d'Osborne. D'accord? Il faut que la température descende au-dessus.